Ma belle-sœur m'a attaquée alors que j'étais enceinte de 8 mois. Mais ce qui s'est passé ensuite a choqué tout le monde. Je m'appelle Sabrina et j'avais 28 ans lorsque tout ce que je croyais comprendre de la famille, de la loyauté et de la sécurité s'est brisé à l'intérieur d'une maison tranquille à Tulsa, en Oklahoma. J'étais enceinte de 8 mois, énorme, lente et constamment essoufflée, mais je m'accrochais toujours à la conviction que l'amour pouvait maintenir l'unité d'un foyer. Je croyais que ma gentillesse comptait. Je croyais que ma patience comptait. Je croyais que les personnes vivant sous le même toit que moi n'essaieraient jamais délibérément de me faire du mal, surtout pas alors que je portais le premier petit enfant de la famille. Je n'avais aucune idée à quel point j'avais tort. Le matin où tout a changé, le soleil était chaud à travers les fenêtres de la cuisine. L'air sentait le pain grillé et le café, et mon bébé donnait des coups contre mes côtes comme pour me rappeler qu'il était presque prêt à rencontrer le monde. J'ai posé la main sur mon ventre, j'ai souri et j'ai murmuré, « Encore quelques semaines, mon petit. » Je pensais vraiment que la vie allait dans la bonne direction. Marcus était gentil avec moi, protecteur, et excité à l'idée de devenir père. Grâce à lui, je me sentais en sécurité. Je n'aurais jamais imaginé que le danger que je craignais le plus ne se trouvait pas à l'extérieur de notre maison. Il se tenait à quelques mètres de moi, me regardant avec des yeux froids. J'ignorais que les personnes qui partageaient mes repas, qui me croisaient chaque matin, qui prétendaient être ma famille, portaient en elles une haine si profonde qu'elle exploserait sans prévenir. J'ignorais que la jalousie pouvait se transformer en violence ou que le ressentiment pouvait changer l'amour en quelque chose de méconnaissable. J'ignorais qu'un après-midi, dans la salle à manger de la maison où j'essayais si fort de trouver ma place, ma vie et celle de mon bébé ne tiendraient qu'à un fil. Si quelqu'un m'avait dit une semaine plus tôt que je finirais cette nuit-là dans une ambulance, ayant perdu les os à cause de la violence, avec la police arrêtant la mère et la sœur de mon mari, j'aurais ri et dit, jamais. Pas dans ma famille. Mais j'avais tort. J'avais très, très tort. J'ai grandi dans un foyer modeste mais aimant, à seulement 10 minutes du centre-ville de Tulsa, en Oklahoma. Mes parents, Rebecca et Victor, m'ont élevé avec des valeurs simples, la gentillesse, la patience et la conviction que la compassion l'emporte toujours. Mon enfance a été calme et sûre, remplie de dîners autour de la même table en bois que mon père avait construite, de week-ends au lac et de soirées où ma mère me tressait les cheveux en me racontant des histoires de femmes fortes qui surmontaient des choses impossibles. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, je devrais devenir l'une d'entre elles. J'ai rencontré Marcus quand j'avais 24 ans. Il travaillait comme technicien dans un garage automobile local, et je me souviens encore de la première fois que je l'ai vu. Les manches retroussées, de la graisse sur les mains, et le sourire le plus chaleureux que j'ai jamais vu. Il n'était ni tape à accent grave l'œil ni bruyant, juste stable, calme et authentique. Le genre d'homme qui vous tient la porte, vous demande si vous avez mangé et se souvient des plus petits détails que vous pensiez que personne ne remarquait. Nous avons commencé par des cafés, de longues promenades en voiture le long de la rivière Arkansas et des conversations nocturnes sur des rêves que nous n'étions pas sûrs de pouvoir atteindre. En un an, j'ai su qu'il était la personne avec qui je voulais construire ma vie. Notre mariage a été simple et magnifique. Nous avons loué une petite maison à Tulsa, assez proche de mes parents pour que je puisse leur rendre visite souvent. La vie semblait paisible, prévisible, stable. Pendant longtemps, j'ai pensé que c'était suffisant. Quand je suis tombée enceinte, Marcus était fou de joie. Il posait ses mains sur mon ventre chaque soir et murmurait au bébé comme s'il était déjà là. Je pensais que nous entrions dans le chapitre le plus heureux de nos vies. Mais emménager avec sa mère, Donna, et sa sœur, Tessa, a tout changé. Ce n'était pas prévu. La santé de Donna s'était dégradée, et Tessa insistait sur le fait qu'elle avait besoin d'aide. Marcus, étant le fils qui essayait toujours de faire ce qu'il fallait, se sentait responsable. Je ne me suis pas opposée. Je voulais être un soutien. Après tout, la famille s'entraide. C'est du moins comme ça que j'ai été élevée. Je croyais qu'elle m'accueillerait de la même manière que ma famille avait accueilli Marcus. Tulsa est connue pour ses quartiers chaleureux, ses porches conviviaux et ses habitants qui vous saluent en promenant leurs chiens. Mais notre maison était différente. Entre ces murs, l'air devenait plus froid chaque jour. Les sourires s'effaçaient, la tension s'épaississait. J'ai essayé d'ignorer les murmures,
les regards insistants, les remarques subtiles. Je me disais que c'était le stress, ou peut-être juste les ajustements liés à la cohabitation. Mais au fond de moi, je le sentais. Quelque chose de sombre se tramait dans cette maison. Quelque chose auquel je n'étais pas préparée. Quelque chose qui allait bientôt mettre à l'épreuve chaque parcelle de mon être. La première fois que je suis entrée dans la maison de Donna en tant que sa belle-fille, j'ai fait de mon mieux pour gagner son approbation. J'ai apporté une tarte faite maison, j'ai complimenté son jardin et j'ai offert mon aide pour tout ce dont elle avait besoin. Elle a souri poliment, mais il y avait une raideur dans ses yeux, une distance que je ne pouvais pas tout à fait comprendre. À l'époque, j'ai pensé que c'était simplement une période d'adaptation. Après tout, je vivais maintenant chez elle, et le changement peut être inconfortable pour n'importe qui. Mais lentement, la vérité s'est révélée. Donna ne m'a jamais considérée comme faisant partie de la famille. J'étais une étrangère qui entrait dans un monde qu'elle croyait n'appartenir qu'à elle et à sa fille. Tessa, la sœur de Marcus, n'était pas très différente. Dès le début, elle m'a regardée comme si je lui avais volé quelque chose de précieux. Elle agissait comme si le temps, l'attention et l'avenir de Marcus lui appartenaient à elle seule, et que je les lui avais enlevés par ma simple existence. Elle avait la trentaine, n'était pas mariée, vivait encore à la maison et était incroyablement possessive envers sa mère. Chaque fois que Marcus se tenait près de moi, me caressait le ventre ou me demandait si j'avais besoin de quelque chose, je pouvais sentir le regard furieux de Tessa, même si elle ne me faisait pas face. C'était le genre de regard que l'on sent dans sa nuque avant même de se retourner. Au début, la tension s'est installée discrètement. Donna faisait des commentaires comme « De mon temps, les épouses ne se plaignaient pas autant » chaque fois que je mentionnais un inconfort lié à la grossesse. Ou Tessa qui levait les yeux au ciel quand Marcus m'apportait un verre d'eau. Ou la façon dont elles se parlaient toutes les deux quand j'entrais dans une pièce, baissant la voix juste assez pour que je me sente mal à l'aise. Je n'arrêtais pas de me dire de l'ignorer. Ce n'est qu'une phase, m'a murmuré Marcus un soir où il m'a surprise en train d'essuyer des larmes. Il croyait que les choses se calmeraient après l'arrivée du bébé. Mais je n'en étais pas si sûre. Il y avait quelque chose de plus acéré dans le ton de Tessa chaque fois qu'elle me parlait. Quelque chose de plus froid dans le regard de Donna. Quelque chose qui me donnait l'impression de marcher sur des œufs à chaque minute que je passais dans cette maison. Plus mon ventre s'arrondissait, plus leur ressentiment grandissait avec lui. Tessa a commencé à faire des commentaires comme « Tu penses vraiment que ce bébé change quelque chose ?» Et Donna ajoutait « Ne te mets pas trop à l'aise. C'est toujours ma maison. » Elle critiquait la quantité de nourriture que je mangeais, ma lenteur à marcher, la fréquence de mes siestes. Elle se plaignait de mes rendez-vous chez le médecin, de ma fatigue, même de la façon dont Marcus me soutenait. J'essayais de rester patiente. J'essayais de rester gentille. Mais chaque jour, les fissures dans notre fragile paix s'approfondissaient. Et que je l'admette ou non, je savais que quelque chose se préparait, quelque chose de dangereux, quelque chose qui attendait le bon moment pour exploser. Chaque fois que l'atmosphère dans la maison de Donna devenait trop suffocante, il y avait un endroit qui semblait encore épargné par l'amertume, la maison de mes parents. Franchir leur porte d'entrée, c'était comme entrer dans la lumière du soleil après des heures d'obscurité. Ma mère, Rebecca, avait une façon d'adoucir le monde avec rien de plus que sa voix. Mon père, Victor, portait en lui une force tranquille qui me faisait me sentir en sécurité, peu importe à quel point j'étais ébranlée. Et le petit garçon de mon frère, Mason, avec son rire éclatant et ses petits bras toujours tendus vers moi, me rappelait que l'amour pouvait encore être simple. Mes parents vivaient à seulement 15 minutes, dans un quartier calme avec de larges pelouses et des chênes. Leur maison sentait la cannelle et le linge propre, le genre de parfum qui vous fait oublier, ne serait-ce qu'un instant, tout le bruit extérieur. Chaque fois que je leur rendais visite, ma mère touchait mon ventre à deux mains, ses yeux s'illuminant comme si le miracle de la vie la surprenait à chaque fois. « Il va être fort », disait-elle doucement, sa voix remplie d'espoir et de certitude. Mon père m'embrassait sur le front et me demandait « Tu te sens bien, ma chérie ?» de la même manière qu'il le faisait quand je m'écorchais les genoux étant enfant. Mon frère Travis et sa femme Aaron venaient souvent aussi. Travis me taquinait gentiment sur mes envies de nourriture étrange, tandis qu'Aaron insistait pour me faire de doux massages du dos, affirmant que chaque femme enceinte méritait toute la gentillesse du monde.
Et Mason, le doux petit Mason, courait autour de moi en cercle en criant « Cousin bébé, comme s'il annonçait la nouvelle à l'univers entier. Il ne connaissait pas toute l'étendue de ce que je traversais. Je leur racontais des bribes, les commentaires déplacés, les moments gênants, les tons secs de Donna ou Tessa, mais je ne leur ai jamais tout dit. Je ne voulais pas les inquiéter. Je ne voulais pas créer de disputes ou de tensions entre les familles. Et surtout, je ne voulais pas qu'ils pensent que j'avais fait une erreur en épousant Marcus. Car malgré tout ce qui se passait dans sa maison, Marcus était bon. Il était la seule personne qui essayait de me protéger, de me comprendre, de me soutenir quand j'avais l'impression de m'effondrer. Et ma famille pouvait le voir aussi. Pourtant, ma mère me regardait souvent un instant de trop, comme si elle me demandait silencieusement si j'allais vraiment bien. Mon père me serrait parfois l'épaule d'une manière qui disait « Tu peux tout me dire ». Travis plaisantait moins dès qu'on mentionnait la famille de Marcus, et Aaron me serrait un peu plus fort chaque fois que je partais. Il sentait que quelque chose n'allait pas. Il ne savait tout simplement pas à quel point les choses allaient empirer. Pas encore. Avec eux, je me sentais entière. Je me sentais aimée. J'avais l'impression d'avoir encore un monde pour lequel il valait la peine de se battre. Je n'avais aucune idée à quel point j'allais bientôt avoir besoin de cette force. La vie à l'intérieur de la maison de Donna a commencé à ressembler à une série de petites batailles pour lesquelles je n'avais jamais signé. Aucune des attaques n'était assez importante pour appeler Marcus au travail, mais chacune d'elles me rongeait lentement, silencieusement, délibérément. Ça a commencé par des regards, vifs, réprobateurs, désapprobateurs, jusqu'à ce que même marcher dans le couloir ressemble à monter sur une scène où j'étais constamment jugée et jugée insuffisante. Je sentais des yeux sur moi quand je cuisinais, quand je nettoyais, même quand je respirais simplement trop fort. La grossesse rendait déjà tout plus lourd. Vivre sous leur regard rendait cela suffocant. Chaque fois que Marcus n'était pas à la maison, l'atmosphère changeait instantanément. La voix de Tessa devenait plus froide, ses pas plus forts, sa présence plus imposante. Elle ne criait pas. Pas au début. Elle utilisait le sarcasme comme une arme. Ses mots étaient trempés dans le poison. « Waouh, Sabrina, tu manges encore », disait-elle. Ou, est-ce que la grossesse rend toujours les femmes aussi lentes ? Donna ne la corrigeait jamais. En fait, elle hochait généralement la tête ou laissait échapper un soupir désapprobateur, agissant comme si ma simple existence était un fardeau pour sa maison. Les tâches devenaient des pièges. Si je faisais la vaisselle, Tessa se plaignait que je ne l'empilais pas correctement. Si je pliais le linge, Donna prétendait que je froissais tout. Si je balayais le sol, elle me montrait une poussière invisible que j'avais manquée. Chaque effort que je faisais devenait à leurs yeux la preuve que je n'étais pas assez bien pour être dans leur maison, et encore moins pour être mariée à Marcus. Même ma grossesse est devenue quelque chose qu'elle critiquait. Quand je m'asseyais parce que j'avais mal au dos, Donna marmonnait, « Les femmes d'aujourd'hui sont tellement dramatiques. » Quand mes pieds enflaient, Tessa commentait à voix haute, « Peut-être que si tu bougeais un peu plus, tu n'aurais pas cette apparence. » Et les jours où je me sentais particulièrement émotive, Donna levait les yeux au ciel et chuchotait, elle essaie juste d'attirer l'attention. Leur cible préférée, cependant, était l'affection de Marcus pour moi. Chaque fois qu'il m'aidait à me lever du canapé ou m'embrassait sur le front, je pouvais sentir Tessa se raidir. Chaque fois qu'il me demandait si j'avais besoin de quelque chose, les lèvres de Donna se pinçaient. Une fois, alors que Marcus me préparait une tisane le soir, Tessa a craqué. Elle n'est pas malade, Marcus. Arrête de la traiter comme une reine fragile. Marcus a balayé son commentaire, mais j'ai vu comment elle m'a regardé ensuite, comme si elle voulait m'effacer du tableau. Certains soirs, après que Marcus se soit endormi, je pleurais doucement dans mon oreiller pour qu'il ne m'entende pas. Je me sentais coupable d'apporter de l'attention dans sa maison, coupable de ne pas rendre les choses plus faciles, coupable d'exister dans un espace qui ne voulait clairement pas de moi. Mais chaque fois que Marcus sentait que quelque chose n'allait pas, je forçais un sourire et disais « Je vais bien, vraiment », parce que je croyais qu'être forte signifiait être silencieuse. Mais les choses ont vite dégénéré. Tessa a commencé à entrer dans notre chambre sans frapper, prétendant qu'elle avait besoin de choses. Donna a commencé à critiquer la façon dont je rangeais les affaires du bébé, insistant sur le fait que je ne savais pas ce que je faisais.
Elle se disputait avec moi pour des détails infimes, cherchant des raisons de me provoquer. Un après-midi, Tessa s'est tenue près de moi, observant la façon dont Marcus me frottait le dos après que j'ai grincé des dents de douleur. Sa voix dégoulinait d'amertume alors qu'elle marmonnait, il se souciait de cette famille comme ça avant toi. Le ressentiment de Donna grandissait en même temps que celui de Tessa. Je les entendais chuchoter plus fréquemment, leur conversation brève et intense. Parfois, la voix de Tessa s'élevait, disant des choses comme « Cet enfant va tout prendre » ou « Marcus n'aura plus besoin de nous ». Donna, au lieu de la calmer, jetait de l'huile sur le feu. « On lui rappellera où est sa place », a-t-elle dit une fois, le ton glacial. Je savais que quelque chose se préparait, comme un orage qui se forme au-dessus d'un ciel calme. Chaque jour semblait plus lourd que le précédent. Chaque commentaire plus acéré, chaque regard plus profond. Je le sentais dans mes os, dans la tension qui habitait mon estomac, dans le silence qui remplissait la maison. Chaque fois que j'entrais, je savais qu'elle ne m'aimait pas. Je ne savais tout simplement pas jusqu'où irait leur haine. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est qu'elle n'était pas seulement agacée. Elle n'était pas seulement jalouse. Elles attendaient. Attendaient le moment parfait où Marcus ne serait pas à la maison. Où je serais la plus vulnérable, où un mot de travers pourrait enfin déclencher tout ce qu'elle retenait à l'intérieur. Je sentais le sol se dérober sous mes pieds. Je ne savais tout simplement pas que la chute était si imminente. C'est arrivé un jeudi après-midi, le genre de journée ordinaire qui aurait dû se passer tranquillement. Marcus venait de partir au travail, m'embrassant sur le front avant de sortir et me rappelant de me ménager. Je lui ai promis que je le ferais. J'avais plus mal au dos que d'habitude, et le bébé semblait lourd, comme s'il s'enfonçait un peu plus à chaque respiration. J'avais prévu de me reposer sur le canapé, de boire de l'eau et peut-être de lire jusqu'au retour de Marcus. Mais au moment où son camion a quitté l'allée, l'énergie à l'intérieur de la maison a changé. J'ai d'abord entendu les pas de Tessa, secs, rapides, déterminés. Donna est sortie du couloir aussi, les bras croisés, son visage déjà tendu par l'irritation. C'était comme si elles avaient attendu le départ de Marcus, comme si l'absence de mon mari était une sorte de signal que c'était aujourd'hui le jour où elles laisseraient enfin tomber leur masque. Ça a commencé petit, comme la plupart des choses dangereuses. Je faisais chauffer de la soupe sur la cuisinière quand Tessa est entrée, a jeté un coup d'œil à la casserole et a dit « Bien sûr, tu manges encore ». Je l'ai ignorée et j'ai pris une cuillère, mais elle s'est approchée. « Tu penses vraiment que Marcus va continuer à te materner comme ça quand l'enfant arrivera ? Tu penses qu'il va rester obsédé par toi pour toujours ?» Donna s'est jointe à elle, secouant la tête. « Il n'a jamais été aussi distrait avant que tu tombes enceinte. Tout tournait autour de cette famille avant. Maintenant, c'est toujours toi. » J'ai pris une lente respiration, me rappelant de rester calme. Je prépare juste le déjeuner. Je ne veux pas de problème. Mais mon calme ne fit que les irriter davantage. La voix de Tessa s'est élevée. Tu nous l'as pris. Depuis que tu es ici, il n'écoute plus rien de ce que nous disons. Et maintenant, avec ce bébé, tu crois qu'on ne sait pas ce que tu essaies de faire ? Je l'ai regardée, confuse. Qu'est-ce que j'essaie de faire ? Nous remplacer ? A-t-elle crié. Tu penses que ton enfant va nous mettre dehors ? Que Marcus n'aura plus besoin de sa famille ? J'ai secoué la tête. Non, ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais essayé de prendre la place de qui que ce soit. Mais la colère dans leurs yeux me disait qu'elles n'écoutaient pas. Elles ne réfléchissaient même pas. Elles étaient en train de perdre le contrôle, se nourrissant du ressentiment l'une de l'autre comme un feu qui trouve un nouvel air. Donna s'est approchée, sa voix basse et tranchante. Tu l'as changé. Tu lui as fait oublier qui l'a élevé. Tu agis comme si tu étais meilleur que nous. Ce n'est pas juste, ai-je murmuré. Je n'ai jamais. Oh, s'il te plaît, à lâcher Tessa. Ton petit numéro de femme enceinte ne trompe personne. Marcus te court après comme si tu étais une reine fragile. C'est pathétique. Quelque chose en moi a tremblé. Pas de peur, mais de la prise de conscience que ce moment se préparait depuis des mois, s'accumulant, se resserrant, attendant de se briser. J'ai senti mon bébé bouger en moi, comme s'il sentait le danger dans la pièce. J'ai essayé de reculer,
espérant mettre fin à la dispute avant qu'elle n'aille plus loin. Je ne veux pas me battre. Arrêtons. Mais avant que je puisse finir, Tessa a frappé la table de la salle à manger de sa main si fort que les couverts ont tremblé. Non, tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Pas aujourd'hui. La voix de Donna s'est faite plus acérée. Elle doit comprendre sa place. Cette phrase, l'étincelle finale, est restée en suspens dans l'air comme de l'électricité statique. Et pour la première fois, j'ai ressenti une peur réelle. Le genre de peur qui vous dit que quelque chose de terrible est sur le point de se produire. Le genre de peur qui vous prévient que la tempête est enfin arrivée. Au moment où Donna a prononcé ces mots, elle doit comprendre sa place, quelque chose a cédé en Tessa. Ses yeux se sont rétrécis avec une fureur que je n'avais jamais vue auparavant, même dans ses pires humeurs. Elle s'est avancée vers moi, lentement d'abord, chaque mouvement sec et délibéré, comme un prédateur se rapprochant d'une proie sans défense. J'ai instinctivement posé la main sur mon ventre, comme si ce simple geste pouvait protéger la vie en moi. Tessa, non, ai-je murmuré, la voix tremblante. Mais elle ne m'a pas entendu. Ou peut-être que si, et qu'elle s'en fichait. Ta place, a-t-elle sifflé, n'est pas au-dessus de nous. Elle a bougé si vite que je n'ai même pas eu le temps de faire un pas en arrière. Sa main s'est projetée, saisissant d'abord mon poignet, puis glissant jusqu'à mon épaule, et avant que je puisse comprendre ce qui se passait, ses doigts se sont enroulés autour de mon cou. Pas pour m'étrangler, pas encore, mais me tenant avec une poigne assez forte pour envoyer une décharge de panique à travers chaque nerf de mon corps. Lâche-moi, ai-je haleté, essayant de me dégager. Elle a resserré sa prise. Donna ne l'a pas arrêtée. Elle se tenait derrière Tessa, les bras croisés, les yeux froids, presque satisfaite. Donne-lui une leçon, marmonna Donna. Je sentais mon pouls battre sous les doigts de Tessa alors qu'elle serrait plus fort, forçant mon menton vers le haut. Ma respiration s'est bloquée, mon corps s'est tendu, et la peur m'a envahi si violemment que mon estomac s'est noué. S'il te plaît, ai-je réussi à articuler. Je suis enceinte de 8 mois. C'est ton problème, pas le mien, a lâché Tessa. Et puis elle a tordu. Une secousse violente de son poignet a envoyé un éclair de douleur le long de ma colonne vertébrale. Ma vision s'est brouillée un instant, et un cri désespéré est sorti de ma gorge alors que mes genoux fléchissaient. J'ai cherché le bord de la table pour me stabiliser, mais Tessa m'a poussé à nouveau, plus fort cette fois. Arrête. Elle va tomber. Je me suis entendu crier, mais les mots semblaient lointains, étouffés par le bourdonnement dans mes oreilles. Au lieu de s'arrêter, Tessa s'est avancée et m'a poussé par les épaules, mettant tout son poids dans le mouvement. J'ai trébuché en arrière, percutant le coin saillant de la table de la salle à manger directement avec mon ventre. Une pression violente et écœurante a explosé en moi au moment de l'impact. Ah, ai-je crié, me tenant le ventre. Le choc m'a coupé le souffle. Une douleur chaude et lancinante a irradié dans mon abdomen, et mon corps s'est plié en avant instinctivement. J'ai senti un flot de liquide chaud couler le long de mes jambes, traversant mes vêtements, et s'écrasant sur le parquet dans un bruit de splash. J'avais perdu les os. En un instant, mon monde a tourné. Donna a eu un hoquet, non pas d'inquiétude, mais de choc. Tessa s'est figée une demi-seconde, la poitrine haletante, les yeux écarquillés devant ce qu'elle avait provoqué. Mais au lieu de reculer, au lieu de m'aider, elle s'est approchée et m'a crié au visage. Ne me crie pas dessus. C'est de ta faute. Je me suis effondrée à genoux alors qu'une autre contraction me déchirait. Mes mains tremblaient de manière incontrôlable. S'il vous plaît. Le bébé, ma voix est sortie faible, brisée, avalée par la douleur. Donna s'est approchée, non pas pour aider, mais avec rage. Elle s'est penchée, son doigt pointé vers mon visage. Lève-toi. Tu ne vas pas mourir sur mon sol. C'est ce qui arrive quand tu te crois meilleur que cette famille. Comme si j'avais choisi de tomber. Comme si j'avais choisi la violence. Une autre contraction m'a déchirée, aiguë et insupportable. J'ai crié à nouveau, cette fois plus fort. Désespérément. Tessa a crié en retour. Tais-toi. Tu fais ça exprès. Exprès? Comme si une femme choisissait d'entrer en travail d'urgence sur le sol après avoir été attaquée.
Ma vision s'est brouillée. Les bords de la pièce se sont assombris. J'ai serré mon ventre à deux mains, essayant de protéger mon enfant alors que mon corps tremblait violemment. Aidez-moi, s'il vous plaît, ai-je supplié. Mais l'aide ne viendrait pas d'elle. Alors que Tessa tournait en rond, paniquée, et que Donna continuait de crier, mon monde s'est réduit à la douleur, à la peur et à la pensée terrifiante que mon bébé pourrait ne pas survivre. J'ai crié à nouveau, non pas parce que je le voulais, mais parce que l'agonie était impossible à contenir. Et ce cri a été assez fort pour que Marcus entre en courant par la porte d'entrée. La porte d'entrée s'est ouverte si violemment qu'elle a heurté le mur. J'ai à peine levé la tête, ma vision nageant dans le flou, mais je connaissais ce son. Je connaissais ses pas, le courant d'air, la panique dans sa voix avant même qu'il ne prononce mon nom. Sabrina. Marcus s'est laissé tomber sur le sol à côté de moi si vite que c'est comme si la gravité avait cessé de fonctionner pour lui. Ses mains ont plané au-dessus de moi un court instant, effrayé de toucher, terrifié de ne pas le faire. Quand il a finalement posé une main derrière mon dos et l'autre sur mon bras tremblant, sa voix s'est brisée. Oh mon Dieu, ma chérie. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elles t'ont fait? Je ne pouvais pas parler. J'ai essayé, mais la douleur a de nouveau surgi, me coupant le souffle. Tout ce que j'ai pu faire, c'est m'agripper à sa manche et halter, le bébé. Marcus, aide-moi. Il a baissé les yeux vers la flaque qui s'étendait sur le sol, puis vers les bleus qui se formaient sur mon cou, puis vers les deux femmes qui se tenaient à quelques mètres de là. Quelque chose en lui s'est enflammé, une fureur que je n'avais jamais vue chez lui auparavant. Il s'est relevé si vite que la chaise derrière lui est tombée. C'est vous qui avez fait ça, a-t-il crié, pointant Tessa et Donna avec des mains tremblantes. Vous avez posé les mains sur elle. Elle est enceinte de 8 mois. Donna a tenté de reculer. Marcus, écoute. Elle a glissé. Ce n'était pas, ne me mens pas, a-t-il rugi. Tessa a dégluti difficilement, le visage pâle. Elle a commencé à crier. Marcus s'est approché d'un pas, tout son corps tremblant de rage. Je l'ai entendu crier de l'extérieur avant même d'ouvrir la porte. Et vous deux, vous êtes restés là pendant qu'elle était par terre, pendant qu'elle perdait les os, pendant qu'elle suppliait de l'aide. Il n'a pas attendu de réponse. Il a sorti son téléphone avec des doigts tremblants et a composé instantanément le 911. Ma femme, elle est enceinte. Elle a été agressée. Elle a perdu les os. Nous avons besoin de secouristes maintenant. Et de policiers. Oui, des policiers aussi. Sa voix s'est brisée sur les derniers mots. Dès que l'appel a été terminé, il s'est de nouveau agenouillé à côté de moi, me prenant doucement dans ses bras. Reste avec moi, Sabrina. Je suis là. Je suis juste ici. Sa voix était brisée mais il se forçait à la rendre stable pour moi. Il a écarté mes cheveux de mon visage en murmurant, « Je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé de t'avoir laissé ici. » En quelques minutes, les sirènes ont hurlé au loin, rapides, urgentes, fendant le silence du quartier. Des lumières rouges et bleues ont clignoté à travers les fenêtres, peignant les murs de la salle à manger de traînées de couleurs. 2 policiers ont fait irruption en premier. Monsieur, reculez. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Marcus n'a pas hésité. Il a pointé directement Donna et Tessa. Elles ont agressé ma femme enceinte. Elle a heurté la table. Elle a perdu les os. Arrêtez-les. Toutes les deux. La bouche de Donna s'est ouverte. Marcus, tu ne peux pas, mais les policiers se dirigeaient déjà vers elle. Madame, retournez-vous. Les mains derrière le dos. Quoi? Non. C'est ridicule, a protesté Donna. Mais sa voix tremblait. Tessa a reculé, secouant la tête violemment. Non, non, Marcus, s'il te plaît. Je ne voulais pas, les mains derrière le dos, a répété fermement le policier. Pendant qu'on leur passait les menottes, les ambulanciers sont entrés en trombe avec un brancard. L'un d'eux s'est agenouillé à côté de moi. Madame, vous m'entendez? Nous allons vous emmener à l'hôpital Saint-Francis. Votre bébé arrive. Marcus a serré ma main. Je viens avec toi. Je ne te quitte pas,
Alors qu'il me soulevait sur le brancard, une autre contraction m'a déchiré. J'ai crié, mais cette fois Marcus tenait ma main si fort que je me suis accrochée à cette pression comme à une bouée de sauvetage. Les policiers ont conduit Donna et Tessa dehors, menottés, tandis que les voisins sortaient sur leur porche, choqués par l'agitation. Et tandis que le brancard roulait vers l'ambulance, je sentais Marcus marcher juste à côté de moi, suivant chacun de mes pas, refusant de me lâcher. Pour la première fois de la journée, j'ai ressenti une lueur d'espoir. La justice commençait, et l'aide était enfin là. Au moment où les portes de l'ambulance se sont refermées, tout autour de moi est devenu un flou de sons et de mouvements. La sirène hurlait dans les rues de Tulsa, vibrant à travers mes os alors qu'une autre contraction se frayait un chemin dans mon ventre. J'ai agrippé la main de Marcus si fort que mes jointures sont devenues blanches. Mais il n'a pas bronché. Il s'est juste penché plus près, essuyant la sueur de mon front avec des doigts tremblants. « Je suis là, Sabrina. »« Je ne vais nulle part », a-t-il murmuré. L'ambulancière de l'autre côté surveillait mes signes vitaux, parlant calmement mais avec urgence. Elle se dilate rapidement. Le traumatisme a déclenché un travail prématuré. Restez avec nous, Sabrina. Inspirez profondément par le nez, expirez par la bouche. J'ai essayé, mais chaque respiration semblait pouvoir me briser en deux. La douleur était aiguë, implacable, écrasante. Les larmes brouillaient ma vision alors que l'ambulance filait à travers la circulation. Marcus a pressé son front contre le mien, me murmurant des mots de réconfort, même quand sa propre voix tremblait. « Tu es forte. Tu es si forte. Notre bébé va s'en sortir. » Lorsque nous avons déboulé dans la baie des urgences de l'hôpital, une équipe d'infirmières et de médecins nous a accueillis, me poussant à toute vitesse dans un couloir vivement éclairé. Les machines bipaillaient, les roues grinçaient et des voix résonnaient d'ordre autour de moi. Quelqu'un a découpé le tissu trempé de mes jambes. Quelqu'un d'autre a ajusté quelque chose, mon monde s'est réduit aux contractions, à la peur et à la voix de Marcus qui me ramenait à la réalité chaque fois que je dérivais trop près de la panique. « Vous êtes à 8 centimètres, a dit une infirmière. Ce bébé arrive maintenant. » J'ai crié alors qu'une autre contraction frappait comme une vague s'écrasant sur un rocher. Marcus tenait ma main entre les siennes, l'embrassant toutes les quelques secondes comme si cela seul pouvait me maintenir entière. « Sabrina, regarde-moi. Tu y arrives. Tu y es presque. » « J'ai peur, ai-je murmuré entre mes dents serrées. « Je sais, a-t-il soufflé. Mais tu n'es pas seule. » Le médecin s'est mis en position. « D'accord, Sabrina, à la prochaine contraction, j'ai besoin que vous poussiez. » La contraction est venue, forte et rapide. J'ai serré la main de Marcus, levé le menton et poussé de toutes les forces qui me restaient. La douleur m'a déchirée, aiguë et aveuglante, mais j'ai poussé encore et encore jusqu'à ce que mon corps tremble. « Tu es incroyable », a dit Marcus, des larmes coulant sur son visage. Encore une poussée, Sabrina, a encouragé le médecin. J'ai crié en poussant une dernière fois, tout mon corps secoué de manière incontrôlable. Et puis soudain, je l'ai entendu. Un cri. Un petit cri magnifique. Le médecin a soulevé un tout petit bébé glissant dans les airs. « C'est un garçon », a-t-il annoncé. Mon souffle s'est arrêté. Mon cœur s'est ouvert. Les larmes ont coulé librement sur mes joues. Ils l'ont posé sur ma poitrine, chaud, doux, pleurant avec toute la force d'une nouvelle vie. Au moment où sa peau a touché la mienne, quelque chose a changé en moi. La peur, la douleur, le traumatisme, tout s'est adouci sous le poids de ce miracle. Marcus s'est penché sur nous, sanglotant ouvertement. « Il est parfait, Sabrina. Il est parfait. » J'ai serré notre fils contre moi, la voix tremblante. « Salut, mon petit garçon. Tu vas bien. Maman est là. » Quelques minutes plus tard, la porte s'est ouverte et j'ai vu mes parents se précipiter à l'intérieur. La main de ma mère s'est portée à sa bouche en me voyant, ses yeux s'emplissant de larmes. « Oh, ma chérie », a-t-elle murmuré. Mon père a passé son bras autour d'elle, la voix rauque. « Dieu merci, tu es en sécurité. » Travis et Aaron sont arrivés peu après, avec le petit Mason qui regardait timidement derrière la jambe de son père, les yeux grands ouverts et curieux. « Cousin bébé ?» a-t-il demandé doucement.
J'ai souri, épuisée mais débordante d'amour. Oui, mon cœur. Il est là. Dans cette chambre, entourée des personnes qui m'aimaient vraiment, j'ai enfin ressenti ce que signifiait la sécurité. Mon monde s'était brisé quelques heures plus tôt. Mais maintenant, en tenant mon fils, il se reconstruisait, morceau par morceau. Et cette fois, il était plus fort. Les jours qui ont suivi ont été un étrange mélange de guérison et de reviviscence des pires moments de ma vie. Pendant que je me reposais à la maison avec notre nouveau-né, Marcus s'occupait de tout au palais de justice. L'État de l'Oklahoma a immédiatement ouvert une enquête car l'agression n'était pas une simple dispute familiale. C'était une attaque violente contre une femme enceinte, provoquant un travail d'urgence et mettant en danger un enfant à naître. La loi prend cela très au sérieux, bien plus sérieusement que Donna et Tessa ne l'avaient jamais imaginé. Marcus s'est rendu plusieurs fois au bureau du procureur, fournissant une déclaration complète. Les photos prises par les ambulanciers, les ecchymoses sur mon cou, le rapport médical sur le traumatisme abdominal, le moment de la rupture des os et l'appel de Marcus au 911 sont tous devenus des preuves accablantes. Même les policiers qui ont arrêté Donna et Tessa ont rédigé des rapports détaillés décrivant leur comportement agressif et leur refus de m'aider alors que je gisais sur le sol en proie à la douleur. Comme je me remettais encore et que je m'occupais d'un nouveau-né, le tribunal a organisé une liaison vidéo pour mon témoignage. Je me suis assise dans notre chambre, tenant le bébé près de moi pendant qu'une infirmière veillait sur lui. Quand la caméra s'est allumée, mes mains tremblaient, mais je savais que je devais parler. Pas seulement pour moi, mais pour mon fils. J'ai raconté au tribunal exactement ce qui s'était passé. La rage de Tessa, les encouragements de Donna, la poussée, l'impact, la rupture des os, les cris, le manque d'aide. Ma voix s'est brisée, mais je n'ai pas arrêté. Je voulais que le juge ressente tout ce que j'avais ressenti sur ce sol. Je voulais que la vérité soit indéniable. Marcus était assis dans la salle d'audience, regardant à travers des yeux embués de larmes pendant que je parlais. Quand ce fut son tour, il se tint droit et stable, décrivant la scène qu'il avait découverte en arrivant, moi, effondré de douleur, le sol trempé, Tessa et Donna criant au lieu d'aider. Sa voix tremblait, mais sa colère était claire. La juge a examiné attentivement les preuves, et lorsqu'elle a rendu sa décision, la salle d'audience est tombée dans le silence. Donna Miller et Tessa Miller, vous êtes par la présente condamnés à 5 ans de prison d'État pour agression ayant causé des lésions corporelles, mise en danger d'un enfant à naître et négligence volontaire lors d'une urgence médicale. Pas de probation, pas de sursis, une peine ferme. Marcus a expiré lentement, s'effondrant presque de soulagement. J'ai senti un poids se soulever de ma poitrine, même à travers l'écran. La justice n'effaçait pas le traumatisme, mais elle protégeait notre avenir. Lorsque le marteau de la juge s'est abattu, quelque chose en moi s'est apaisé. On avait failli m'enlever la vie. Mais maintenant, enfin, je l'avais retrouvée. Et cette fois, je n'étais pas seulement Sabrina. J'étais une mère, une survivante. Et mon nouveau départ était déjà là, dormant en toute sécurité dans mes bras. Il fut un temps, il n'y a pas si longtemps, où je croyais que le silence était une force. Je croyais que maintenir la paix signifiait garder ma douleur à l'intérieur, sourire malgré la souffrance et me convaincre que les choses finiraient par s'améliorer. Mais la vie a une façon de révéler la vérité au moment précis où vous ne pouvez plus l'ignorer. Ma vérité est arrivée sur le sol froid d'une salle à manger, avec la peur qui me serrait le cœur et la vie de mon enfant à naître ne tenant qu'à un fil. Aujourd'hui, alors que je tiens mon fils dans mes bras et que je regarde le monde avec des yeux plus clairs, je comprends quelque chose qu'il m'a fallu presque tout perdre pour apprendre. La force, ce n'est pas le silence. La force, c'est de parler même quand votre voix tremble. La force, c'est de tendre la main quand le monde s'attend à ce que vous restiez silencieuse. La force, c'est de survivre à ce qui était censé vous briser et de construire quelque chose de mieux à partir des morceaux restants. J'avais l'habitude de penser que la famille était définie par le sang, par la tradition, par les gens que l'on hérite au moment où l'on se marie. Mais maintenant, je sais que ce n'est pas le cas. La famille, ce ne sont pas ceux qui partagent votre nom de famille. Ce sont ceux qui protègent votre cœur. Ce sont ceux qui se tiennent à vos côtés quand la tempête frappe. Ce sont ceux qui vous choisissent chaque jour, même quand la vie est lourde et effrayante. Marcus, mes parents,
mon frère et chaque personne qui m'a soutenu m'ont rappelé que l'amour est plus fort que la cruauté et que le courage est plus fort que la peur. Si vous écoutez mon histoire en ce moment et que vous vivez quelque chose qui vous semble impossible, s'il vous plaît, écoutez-moi. Vous n'êtes pas seul. Votre douleur est réelle. Votre voix compte. Et votre vie précieuse et irremplaçable, mérite d'être protégée. Il y a une issue. Il y a un chemin à suivre. Et il y a un avenir qui vous attend, plus doux, plus sûr et tellement plus lumineux que l'obscurité dans laquelle vous vous trouvez. Parfois, le monde vous brise pour que vous puissiez découvrir la force que vous ne saviez pas posséder en vous. Et parfois, la famille que vous construisez brique par brique devient le foyer que votre cœur était toujours destiné à trouver. Dans les moments de calme qui ont suivi, alors que je tenais mon fils près de moi et que je sentais le rythme régulier de sa respiration, j'ai compris quelque chose que je n'avais jamais pleinement vu auparavant. Parfois, la famille dans laquelle vous naissez vous brise, mais la famille que vous construisez vous sauve. Mon parcours n'a pas été facile, mais il m'a donné une force que je ne me connaissais pas et un avenir que j'avais autrefois peur de perdre. Si mon histoire a touché votre cœur, s'il vous plaît, aimez, commentez et abonnez-vous. Votre soutien aide à ce que plus de voix soient entendues, plus d'histoires soient partagées et plus de survivants se sentent vus. Merci d'avoir regardé et de vous être tenu à mes côtés.